Vous connaissez sûrement la phrase célèbre de Villon, enfin les deux vers de Villon, dans ce poème Où sont les neiges d'antan. Et Jeanne, la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Alors c'est la tradition, ce sont les Anglais qui ont brûlé Jeanne. Eh bien ce n'est pas vrai, c'est une des choses que je dois souligner fortement devant vous. Ce ne sont pas les Anglais qui ont brûlé Jeanne, c'est l'Église. Et là je voudrais me référer derrière à une phrase trop peu connue du pape Léon XIII. Le pape Léon XIII, en 1899, avait envoyé une lettre qui est très peu reproduite aux évêques français. Et dans cette lettre, le pape parlait de l'histoire de l'Église. Et disait qu'il y a trop d'historiens qui parlent de l'Église avec des feutres, avec des voiles, avec toutes sortes de manteaux de Noé, parce qu'ils n'osent pas dire la vérité. Et le pape, lui, disait « Dieu n'a pas besoin de nos mensonges ». Ben, je n'ai pas l'intention de vous présenter des mensonges, je vais vous dire la vérité sur la responsabilité complète, totale, entière de l'Église dans la mort de Jeanne. Qu'est-ce qui s'est passé très exactement? Eh bien, Jeanne avait été capturée, vous le savez, le 23 mai 1430, le 25 mai, on le savait, à Paris, le 26 mai, l'Université de Paris agit, elle intervient. Elle avait déjà agi, l'Université de Paris. Je ne sais pas si vous vous rappelez que je vous avais dit, après la prise d'Orléans, Jeanne était toute contente, enfin, elle était ravie, elle allait partir dans la direction de Reims, et je vous avais dit, la pauvre petite ne se doute pas qu'à ce moment-là, une espèce de nuage terrible se forme autour de sa tête, puisque l'Université de Paris l'a déjà dénoncé comme hérétique à Rome. Nous n'avons pas le document. Vous savez, les archives vaticanes, je sais un peu, enfin j'ai essayé d'y travailler, rien de plus impénétrable, rien de plus cadenassé. Laissez-moi vous donner un détail très particulier, qui est beaucoup plus proche que Jeanne d'Arc. J'ai essayé de travailler un moment sur Lamennais. Vous savez que Lamennais a été chassé de l'Église, et vous savez peut-être aussi que Lamennais avait été indigné par le fait que le pape de l'époque, qui s'appelait Grégoire XVI, était en liaison avec le tsar, qui est un hérétique aux yeux du pape, et que le pape s'était retourné contre les évêques même polonais, parce que les évêques polonais s'étaient révoltés contre le tsar. Je n'ai pas pu obtenir communication du dossier Gagarine, c'est comme ça qu'il s'appelle. Gagarine, c'est l'ambassadeur de Russie à Rome en 1832. Eh bien, c'est refusé, ça. On ne vous communique pas le dossier Gagarine, c'est-à-dire les rapports entre l'Église et Gagarine en 1832. Moi, je ne suis qu'un laïc, mais je connais un évêque belge, qui a essayé lui aussi de voir ces documents épiscopaux, ces documents pontificaux de 1832, on les lui a refusés. Eh bien, pour Jeanne d'Arc, c'est la même chose. Je ne sais pas si ça existe, ou bien si c'est profondément enseveli. Toujours est-il qu'on n'a rien, ou à peu près rien, qui viennent de l'Église, qui viennent de Rome concernant Jeanne d'Arc. Et comme il y avait une dénonciation de l'Université de Paris, où est-elle? Et comme il y a eu probablement une réponse du pape, où est-ce? Tout ça, on ne le sait pas. Mais on sait tout de même un certain nombre de choses. D'abord, qu'est-ce que c'était que l'Université de Paris? Là, je vais vous citer du Bossuet. Bossuet, qui a prononcé une oraison funèbre pour un grand universitaire parisien qui s'appelait Nicolas Cornet, va écrire ceci. Le trésor de la vérité n'est nulle part plus inviolable. Les fontaines de Jacob ne coulent pas plus incorruptibles. Elle, l'université, elle a toujours la bouche ouverte pour dire la vérité. Tout ce qui choque la règle n'évite pas sa censure. En somme, c'est le temple, c'est la montagne sainte, quoi, c'est la lumière, c'est l'honneur de la catholicité. Eh bien, c'est cette université de Paris qui va prendre en main le procès qu'on va faire à Jeanne. Il va donc faire écrire une lettre au pape. Et la lettre au pape est une lettre qui veut expliquer pourquoi il est indispensable de sévir à l'égard de cette personne. Qui est le pape? Le pape, c'est Martin V. Peut-être vous vous rappelez, dans mon premier exposé, je vous ai dit que le concile de Constance s'était réuni, que ça avait duré des années, de 1414 à 1417, qu'on avait fini par s'entendre, après 2 années sans pape, sur un monsieur qui n'était pas prêtre, mais à qui on avait conféré à toute vitesse les ordres religieux, mineurs, majeurs, qui s'appelait le pape Martin V. Et ce pape Martin V, il était contrôlé par le concile, qui, disait-il, le concile doit se réunir tous les 5 ans, ou à la rigueur tous les 10 ans, pour contrôler, pour surveiller le pape. Or, au concile, l'université de Paris avait été très très importante. Ce pape Martin V, il est embêté, vous savez, ça l'ennuie d'avoir un concile comme ça au-dessus de sa tête qui va le contrôler, et il a essayé depuis des années d'éviter qu'il y ait un nouveau concile. Or, des menaces sont dirigées contre lui, on va te déposer si tu ne réunis pas de nouveau le concile écuménique. Donc, le pape Martin V, à l'égard de l'université de Paris, il est dans un état de tremblement. J'ajoute qu'il y a des rapports constants, des émissaires perpétuels entre cette université de Paris, lumière de la catholicité, et le Saint-Siège. Des émissaires constants parce que l'université de Paris a obtenu depuis des siècles cet avantage, ce privilège,
de recevoir ses bénéfices directement de Rome. Vous vous rappelez l'histoire des bénéfices? Les bénéfices, c'est les revenus d'une abbaye, d'un prieuré, d'une cathédrale. Et bien, d'habitude, il fallait un partage entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel sur les bénéfices. Les rois ou les souverains, ou les empereurs voulaient se réserver la collation de ces bénéfices parce qu'elle leur rapportait à eux-mêmes, mais l'université de Paris avait obtenu ce privilège que c'était Rome directement, le pape directement, qui lui allouait sa feuille, comme on disait, son rôle de bénéfice. C'est vous dire les rapports absolument étroits, les rapports permanents et étroits entre l'université de Paris et Rome. Cette lettre de dénonciation, cette lettre du 26 mai, elle est signée par qui? Elle est signée par un nommé Martin Billiorin. Ça ne nous dit rien, mais ce qui est très intéressant, c'est son titre. Martin Billiorin, vicaire général de Monseigneur l'inquisiteur général pour le royaume de France. Et comment il s'appelle, l'inquisiteur général? Il s'appelle Jean Graverand. Et quel est son titre exact? Il faut le savoir. Jean Graverand, inquisiteur de la foi et de la perversité hérétique, député par l'autorité apostolique pour le royaume de France. Député par l'autorité apostolique, ça veut dire député du pape. Jean Graverand, c'est l'œil de Moscou, si vous voulez, enfin c'est l'œil de Rome sur ce qui se passe en France du point de vue de l'hérésie. Alors quand je vois un livre qui a été publié en 1905 d'un révérend père Hérol, 5 volumes du reste, qu'il osait appeler La vérité sur Jeanne d'Arc, et où ce père Hérol se permet de dire les pseudo-théologiens de Rouen, ceux qui vont juger Jeanne, étaient les bourreaux de Jeanne et les bourreaux de la papauté, c'est un peu raide, ils étaient tellement peu les bourreaux de la papauté qu'ils étaient les agents de la papauté. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la lettre? Eh bien, voici l'essentiel. Par le droit de son office et de l'autorité à lui confiée par le Saint-Siège, l'inquisiteur réclame icelle femme qui se dit la pucelle, au moyen de laquelle l'honneur de Dieu a été sans mesure offensé, la foi excessivement blessée et l'Église fort déshonorée. Elle est prise maintenant, le duc de Bourgogne l'a prise, mais peu de choses seraient une telle prise s'il ne s'en suivait ce qu'il appartient pour satisfaire à l'offense perpétrée contre notre doux Créateur et contre sa sainte Église. Vous savez, quand on a les textes ecclésiastiques comme ceux-là sous les yeux, vous en aurez d'autres, il faut s'armer d'une certaine dureté, il faut se prémunir contre la suffocation, il faut se retenir devant le vomissement possible. Eh bien, il y a le texte, notre doux Créateur et sa sainte Église. À quoi obéissent-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent, quoi, en réalité? C'est les inquisiteurs et l'université de Paris. Ben, naturellement, ils vont placer ça sur le plan politique, sur le plan religieux, pardonnez-moi. Et ils vont dire, Jeanne est quelqu'un d'intolérable parce qu'elle s'est réclamée de Dieu. Or, nous sommes ceux qui sommes chargés des rapports entre les individus et Dieu. Nous ne permettons à personne de dire, je suis directement inspiré de Dieu si elle n'a pas reçu notre esmentille. Nous, on est les contrôleurs. Alors, cette fille qui vient de déclarer, j'ai des visions directes, je suis la fille de Dieu, c'est une fille extrêmement suspecte. Voilà ce qu'ils vont dire du point de vue extérieur, enfin pour faire croire. Mais à quoi obéissent-ils véritablement? Depuis 1418, l'université de Paris est anglaise. Le coup du sacre les a extrêmement gênés. Pourquoi? Je vous rappelle la chose. Jeanne a obtenu que le roi de France, le roi Charles VII, qui n'est pas accepté par l'université de Paris et par la moitié de la France, reçoive une bénédiction officielle de l'Église. Il a, comme je vous l'ai dit, le label, il a la marque de garantie, l'Église l'a déclaré sacré. Il est donc le représentant de Dieu. Ça, l'université de Paris n'en veut pas. Alors il s'agit de représenter Jeanne, qui a été une principale collaboratrice du sacre, comme une hérétique, comme une sorcière. C'est une riposte au sacre. Le sacre avait été un avantage pour le roi de France, donc désavantage de la cause anglaise, et maintenant il s'agit de faire un procès à Jeanne pour la déclarer hérétique, afin d'invalider, si vous voulez, d'invalider le sacre. Mais bien entendu qu'on ne va pas dire, au premier plan, on ne va pas avouer que l'opération est une opération politique. Lamartine, dans un texte intéressant de 1852 sur Jeanne d'Arc, dit qu'il était scandaleux de voir des Français encore plus zélés que les Anglais, même pour la cause anglaise. Oui, si vous voulez, c'était des super collaborationnistes, comme nous dirions aujourd'hui. Mais ils vont être malins. Ils vont uniquement, seulement, brièvement, employer le mot séditieuse à propos de Jeanne. Séditieuse, ça veut dire qu'il s'est révolté contre l'autorité officielle, laquelle était l'autorité du roi de France et d'Angleterre, c'est-à-dire Henri VI. Mais ça, séditieuse, ça sera dit très brièvement. Il faut dissimuler cette affaire-là. Il faut tout orienter, tout éclairer du point de vue religieux. Dire c'est une sorcière, c'est une apostate, c'est une hérétique. C'est ça qui est capital pour eux. Vous savez, c'est pas la première fois qu'on voit des procès en apparence religieux et en fait politiques. Au siècle même de Jeanne, avant elle, 14 ans plus tôt, celui qu'on avait brûlé,
Jean Hus. Qui c'était Jean Hus? C'était un prêtre, lui. Il était même recteur de l'université catholique de Prague. Seulement, c'était quelqu'un qui prenait l'évangile au sérieux et qui n'avait vu ce qu'on en faisait. Quand il s'était aperçu que ceux qui tombent, le petit peuple, s'abritaient derrière des affirmations religieuses pour tondre encore davantage leurs victimes, il avait protesté. Il y avait donc eu une espèce d'insurrection sociale. Donc il y avait un danger social, un danger économique et social. Et c'est pour ça que Jean Hus avait été brûlé. En apparence, on le brûla comme hérétique, en fait parce qu'il était socialement et politiquement dangereux. Wycliffe, en Angleterre, un prêtre lui aussi. Encore un prêtre qui y croyait. Un prêtre qui avait l'évangile dans les mains et dans le cœur. C'était insurgé de la même manière. Et bien Wycliffe va être considéré comme un dangereux hérétique. Savonarola, à la fin du même siècle, du siècle de Jeanne, du XVe siècle, Savonarola sera brûlé lui aussi. On lui fera un procès d'hérésie. En fait, c'est parce que Savonarola avait des réclamations politiques et sociales à présenter. Et puis vous savez, ça se produira après. On ne sait pas encore assez aujourd'hui que l'affaire de Fénelon, au XVIIe siècle, c'est une affaire en apparence religieuse, en fait une affaire politique. Fénelon, c'était un évêque qui se mêlait aussi des choses temporelles. Un évêque qui, croyant à son rôle d'évêque, avait fait remarquer au roi Louis XIV que la politique que menait le roi Louis XIV était une politique terrible pour les petites gens. De quoi se mêle cet évêque? Il n'a pas le droit. Alors pour lui casser les reins, pour casser les reins à un évêque dangereux politiquement, on va lui intenter un procès d'hérésie. Et Bossuet, qui est un chien couchant devant le pouvoir de Louis XIV, Bossuet va inventer de jeter dans les jambes de Fénelon une histoire de quiétisme, c'est-à-dire que sur les théories mystiques, il paraît que Fénelon est un aberrant. Tout ça, c'est du travestissement. Fénelon est dangereux politiquement. Et vous savez, ça ne se passe pas simplement dans l'Église catholique. Il me semble bien que c'est à peu près la même chose au XVIIIe siècle pour l'Église protestante de Genève à propos de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau sera persécuté par les pasteurs de Genève parce que, paraît-il, il est hérétique. Mais pourquoi est-ce que les pasteurs de Genève sont contre Jean-Jacques Rousseau? Parce que le petit conseil de Genève, c'est-à-dire les banquiers de Genève qui tiennent pratiquement la ville de Genève, considèrent que Jean-Jacques est dangereux parce qu'il est soutenu par les rubasses. Alors on va faire dire de lui qu'il est un hérétique, alors qu'en fait c'est un homme dangereux socialement. Et bien c'est ça qui arrive pour Jeanne d'Arc. C'est un procès réellement politique qui va être habillé, qui va être costumé, qui va être travesti, qui va être fardé en un procès religieux. C'était un avantage formidable qu'on offrait aux Anglais, et les Anglais ne se rendent pas compte. C'était magnifique de casser le sacre, de dévaloriser le sacre, d'invalider le sacre, pour des raisons en apparence religieuses, et en fait qui servaient admirablement la cause anglaise. Mais les Anglais se méfient et ils veulent Jeanne personnellement. C'est l'Inquisition qui la demande. L'Inquisition veut qu'elle soit jugée par elle-même à Paris, et les Anglais disent non, c'est nous qui la voulons personnelle. Qui est-ce qui la possède? Je vous l'ai raconté, c'est ce Jean de Luxembourg qui lui-même a pour suzerain Philippe de Bourgogne. Jean de Luxembourg, il s'en moque de toute cette histoire. Ce qui l'intéresse uniquement, si j'ose dire, c'est le fric. Il se dit, il y a des gens qui veulent Jeanne, j'espère que le roi de France en voudra, non, il se trompe, les Anglais en veulent sûrement, alors j'attends la concurrence et elle sera au plus offrant. Mais les Anglais ne se décident pas à offrir directement de l'argent. Alors, le 14 juillet, Jean de Luxembourg et Philippe de Bourgogne vont recevoir une visite. Vous avez noté, 14 juillet et Jeanne est prise depuis le 23 mai. On a attendu, on s'impatiente. Qui est-ce qui va apporter 2 lettres à Jean de Luxembourg et à Philippe de Bourgogne? C'est l'évêque Cauchon, qui va jouer un grand rôle dans notre histoire. Là, il n'intervient pas en tant qu'évêque, il intervient en tant que membre du Conseil royal d'Angleterre. C'est un débrouillard, c'est un malin, cet évêque de Beauvais. Il s'est rallié aux Anglais, tellement bien rallié aux Anglais qu'il est membre de ce Conseil pour la France, et il va trouver Philippe de Bourgogne et Jean avec 2 missives. Il y a une missive de l'Université de Paris, et il y a une missive du roi d'Angleterre. La missive de l'Université de Paris, c'est toujours la même chose. Nous voulons Jeanne, il faut nous la donner, vous avez déjà trop traîné. Qu'elle soit remise au roi d'Angleterre puisqu'il y tient, mais que le roi d'Angleterre, à son tour, nous la livre à nous, inquisiteurs de Paris, qui nous occuperons d'elle. Quant au roi d'Angleterre, lui, il est positif cette fois, il dit, ben oui, je suis décidé, je paierai 10 000. 10 000 livres si c'est nécessaire. Et dans la petite note qui accompagne la proposition des 10 000 livres, il y a ceci, c'est une rançon vraiment royale. C'est ce qu'on payait pour lâcher un prince du sang. Alors on s'est dit, cette fois, le Jean de Luxembourg devant 10 000 livres va marcher. Le Jean de Luxembourg attend que les 10 000 livres soient là, réunis positivement. Et il va falloir encore qu'il attende pas mal de temps, parce que si les Anglais veulent bien Jeanne, ils ne veulent pas débourser. Figurez-vous que voici comment les Anglais vont procéder. C'est donc Bedford, le régent, comme je vous l'ai dit. Alors le régent Bedford, le 3 septembre, va exiger une taxe nouvelle des États de Normandie. Les États, vous savez, c'est l'organisation locale qui règle les finances, etc. Les États de Normandie ont, le 3 septembre, obligation de réunir, enfin de percevoir en Normandie 80 000 livres.
Et sur ces 80 000 livres, il était indiqué que 10 000 livres seront prélevés pour l'achat de Jeanne. Autrement dit, les Anglais veulent bien Jeanne, mais ils ne veulent pas payer eux-mêmes. Il faut encore que ce soit les Français de Normandie qui payent. Comme il faut du temps pour réunir, que les collecteurs réunissent leurs 80 000 livres, leurs 10 000 livres, ça traîne encore de plus en plus. Enfin, le 21 novembre, il paraît que c'est fait, que la somme a été déposée, que le Jean de Luxembourg est d'accord, qu'il va, c'est déjà, j'ajoute que les Anglais ont essayé un moyen de pression économique pour persuader Philippe de Bourgogne de lâcher Jeanne. Moyen économique, quoi donc? Je vous ai dit maintes fois que la Flandre, qui est le nord des États de Bourgogne, la Flandre dépend économiquement de l'Angleterre. Les laines anglaises sont tissées à Gand, à Ypres et à Bruges. Et le 17 juillet, c'est-à-dire 3 jours après la lettre que je viens de vous dire du 14 juillet, le 17 juillet, les Anglais avaient décidé interdiction faite aux marchands anglais d'acheter quoi que ce soit au port d'Anvers. C'est encore limité, mais c'est tout de même une espèce de signal, un avertissement. Si vous n'êtes pas gentil, si vous ne vous décidez pas à nous remettre Jeanne, vous allez voir ce que vous avez dégusté du point de vue économique. Alors ça y est, 21 novembre, Jeanne a été remise. Alors le 21 novembre, l'université de Paris recommence. C'est très bien, Jeanne est entre les mains des Anglais, mais nous la voulons. Alors le 21 novembre, 2 lettres de l'université de Paris, c'est-à-dire de l'Inquisition. Lettre au roi d'Angleterre déplorant le long retard de justice qui doit déplaire à tout bon chrétien. Et nous exigeons que Jeanne soit amenée sans délai en la cité de Paris. Et il y a une petite lettre de l'université de Paris à Cauchon qui n'est pas une lettre agréable. J'aurais des choses à vous dire sur Cauchon. Le révérend père en Dieu, c'est comme ça son titre, le révérend père en Dieu, notre très honoré seigneur, l'évêque et comte de Beauvais, est interpellé assez durement par l'université de Paris qui lui dit « Nous voyons, avec étonnement, le grand retard apporté à l'envoi de cette femme. Si votre paternité avait prêté une diligence plus active à la poursuite de l'affaire, cette Jeanne serait déjà en jugement. » Mais qu'est-ce qu'ils ont donc, les Anglais, les gens de l'université de Paris contre Cauchon? Ils ont 2 choses. Premièrement, Cauchon est un évêque. Et je vous ai déjà dit qu'il y avait les évêques d'un côté et l'université de Paris de l'autre. Parce que tout ça se bat à propos de bénéfices. Les bénéfices, c'est-à-dire les revenus d'abbaye, de prieuré, etc. Les évêques sont obligés de transiger avec leurs rois respectifs, tandis que l'université de Paris, je vous l'ai dit il y a un instant, obtient ses bénéfices directement de Rome. Alors il y a des bisbilles permanentes entre l'université de Paris d'une part et les évêques d'autre part. Et c'est en tant qu'évêque qu'il se fait semoncer par l'université. Et puis deuxièmement, ils sont furieux, les gens de l'université de Paris, parce que ça a mis trop de temps, parce qu'il a fallu attendre depuis le 23 jusqu'au 21 novembre pour que Jeanne soit livrée. Là, c'était pas la faute de Cauchon, je vous assure qu'il avait fait ce qu'il a pu, puisqu'on l'avait vu déjà qu'il était venu à Beaurevoir, qui avait épouvanté la pauvre petite Jeanne. La faute était à la lenteur des collecteurs anglais, les Anglais ne voulant pas payer eux-mêmes, et qui avaient mis du temps pour réunir la somme. Enfin, ça y est, puis c'est fait, le 21 novembre, elle est livrée. C'est à Arras, semble-t-il, on n'a pas le jour précis de la livraison. Enfin, c'est au milieu de novembre, vers le 21-22 novembre, que Jeanne est remise aux Anglais. Ils la tiennent maintenant, ils vont l'emmener à Rouen. On s'est arrangé. Cauchon a trouvé une formule. Il a dit aux Anglais, vous la voulez, bon, c'est entendu, mais l'université de Paris la veut aussi. Regardez, l'avantage que vous avez à ce que l'université se substitue à vous. C'est magnifique. Notre procès politique va être fardé en un procès religieux. Alors écoutez, vous aurez Jeanne sous votre patte. Elle sera là, elle sera à Rouen. Mais c'est l'université de Paris quand même qui va diriger les débats. On va faire un procès religieux à Rouen. Moi, je m'en charge comme évêque, je demanderai la collaboration de l'Inquisition, et comme ça, tout cela se passera sous votre contrôle, mais tout de même, non pas sous votre responsabilité, mais sous la responsabilité de l'Église. Les Anglais qui avaient la tête dure ont tout de même fini par comprendre, et ça y est, on va se décider à cette opération-là. Mais, lorsque Jeanne aura été transférée, parenthèse, le transfert s'est fait tout à fait par le Nord, parce qu'on a toujours peur, ils ont bien tort, on a toujours peur d'une invasion française, que le roi ait envoyé une équipe de secours, enfin un commando pour délivrer Jeanne. Alors on l'a fait passer tout à fait par le nord, vous savez, elle va aller d'Arras au bord de la mer, elle va aller au Crotoy c'est l'embouchure de la Somme, elle va aller à Saint-Valery-sur-Somme, elle va aller à Dieppe, de Dieppe elle va revenir sur Rouen, on lui va faire un grand tournant par le nord pour la mettre le plus loin possible d'une attaque éventuelle et qui ne se produira jamais des Français. Bon, alors là voilà, maintenant elle est installée là. Lorsque les Anglais vont dire, c'est d'accord, on va vous laisser faire votre procès religieux, ils le font dans une petite note qui est extrêmement curieuse et que voici. C'est le 3 janvier 1431 qu'après avoir incarcéré Jeanne à Rouen, il se décide à la confier, à la remettre ou à la prêter à Cauchon et à l'Église. Écoutez bien, Jeanne sera amenée à révérend père en Dieu, l'archevêque de Beauvais, autant de fois qu'il lui semblera bon. Toutefois, disent les Anglais, toutefois, notre intention et de ravoir et reprendre cette femme s'il arrivait qu'elle ne fût point convaincue et atteinte des cas d'hérésie susdits. Par conséquent, ce texte que je viens vous lire prouve que les Anglais se méfient de Cauchon.
savez, le pauvre cochon, c'est un salaud, c'est entendu, mais tout de même, il est compromis par son nom. Delteil, dans ce beau bouquin dont je vous dirai un mot, 1925, une Jeanne d'Arc, dit « Le nom de cochon était une magnifique trouvaille du destin ». Et Claudel, lui, dans un texte de 1942, il a dit « C'est un nom propre qu'il est difficile de ne pas trouver un nom approprié, cochon ». Oui, ben c'est pas le pire, cochon. C'est pas à lui que pourraient s'appliquer d'autres mots de Claudel que voici, ces pharisiens, ces théologiens, l'écume au croc, mordant à pleine gueule dans cette chair innocente, avec un appétit cannibale. Pas tellement cochon. J'ai l'impression que pendant tout le procès, Cochon est gêné, il n'est pas tellement fier de ce qu'il fait. Le procès, eh bien, il va annoncer, lui, le père Cochon, le révérend père en Dieu Cochon, je veux faire un beau procès. Un beau procès, ça veut dire un de ces procès d'inquisition qui soit absolument invulnérable, qui soit parfait canoniquement. Tout de même, il y a deux situations, il y a deux circonstances qui font qu'il n'est pas absolument parfait, le procès. Un, dans un procès d'inquisition, la personne, le ou la personne, doit être enfermée dans une prison d'église, c'est-à-dire pour une femme, dans une prison où elle sera gardée par des femmes. Alors vous avez bien vu que les Anglais n'ont pas voulu la lâcher, Jeanne, ils la gardent dans leur prison à eux, elle est dans une prison d'État, elle est surveillée par des soldats anglais. Ça, c'est une irrégularité dans le procès d'inquisition. Et puis, deuxièmement, les juges et les assesseurs sont payés par le gouvernement anglais. Ça, c'est encore une grosse irrégularité, mais enfin, on essayera de ne pas y penser. Ils sont payés combien? Ils sont payés 1 livre par jour, ça veut dire 100 sols par jour, ce qui pour l'époque était une assez jolie somme. Qu'est-ce que c'est le procès? Enfin, qu'est-ce que c'est le tribunal? Attention, il n'y en a que deux qui sont des juges, proprement dit. Il n'y a que deux personnes qui sont des juges. C'est Cochon d'une part, l'évêque de Beauvais, et le représentant de l'Inquisition. Le représentant de l'Inquisition, il s'appellera Jean Lemaître. Tout le reste, ce seront des assesseurs. Et le nombre des assesseurs va varier. Selon les jours, ils seront 20, ils seront 30, ils seront même jusqu'à 60, 64 un certain jour, les jours les plus pathétiques, où enfin on se dit on va se décider sur le cas de Jeanne, mais ce ne sont que des assesseurs. Et parmi ces assesseurs, tous ecclésiastiques, bien entendu, qui sont des abbés, par exemple, on va y voir l'abbé du Mont-Saint-Michel, ce qui est une chose particulièrement repoussante, puisque l'abbaye du Mont-Saint-Michel avait refusé de se plier aux Anglais, mais que le prieur, c'est-à-dire l'abbé, lui s'était rallié aux Anglais, avait abandonné ses moines qui résistaient, et depuis 1419, il était à Rouen au service des Anglais. Parmi ces assesseurs, tous religieux, je viens de vous le dire, il y en a 6 qui sont des gros assesseurs. Qui donc? Ce sont les représentants de l'Université de Paris. La terrible Université de Paris qui en veut tellement à Jeanne, qui veut absolument la peau de Jeanne, qui veut brûler Jeanne, elle va envoyer 6 personnages, et des personnages de première importance. En particulier, le chef de la délégation, il l'est pratiquement, s'il n'en a pas le titre, c'est nommé Beaupère. Et bien, le nommé Beaupère, je vous assure, c'était quelqu'un qui savait y faire du point de vue du cumul. Cumul de quoi? Cumul de bénéfices. Laissez-moi vous rappeler encore que les bénéfices sont les revenus de résidences ecclésiastiques. Bien entendu, il ne réside pas, puisqu'il est chanoine à la fois de, écoutez bien, à la fois de Autun, Beauvais, Besançon, Laon, Lisieux, Paris et Rouen. Il a 7 canonicats. Ça veut dire qu'il a 7 revenus multiples. Et puis alors, il y en a un que l'Université de Paris a envoyé qui s'appelle Thomas de Courcelles. C'est le plus jeune de la bande, c'est l'astre naissant. Enfin, c'est l'astre montant, on dit celui-là, il fera une grande carrière dans la théologie. Bon, ben les voilà réunis, ces messieurs, autour de Jeanne. Représentez-vous concrètement la chose. Hein. Dans la salle, il y a les assesseurs qui sont formés, semble-t-il, en demi-cercle. Puis il y a la petite Jeanne qui est au milieu. Elle est avec son vêtement d'homme, puisqu'elle a absolument tenu à garder son vêtement d'homme. Elle se considère comme une combattante. Elle est donc là, avec son petit juste au corps gris, et surtout ses houseaux qui lui moulent les jambes. Et tous ces messieurs contemplent avec un très vif intérêt cette assez jolie personne, pas jolie de visage, mais jolie de corps, qui est là, devant eux. Et maintenant, on s'attend naturellement, les auditeurs s'attendent à ce défilé de mots historiques. On les connaît, c'est partout, vous savez, il y en a deux en particulier, on lui demande, et votre étendard, il était à Reims, pourquoi? Alors elle a répondu, il était naturel qu'il fût à l'honneur puisqu'il avait été à la peine. La deuxième phrase célèbre dans ce qu'a dit Jeanne d'Arc, ce serait ceci: êtes-vous en état de grâce? C'est un piège qu'on lui tend. Parce que si elle répond non, je ne suis pas en état de grâce, on dira ah bon, vous êtes une criminelle. Ou bien oui, je suis en état de grâce, ah, vous êtes une présomptueuse. Alors Jeanne va répondre extrêmement habilement, parce qu'elle est très intelligente. Elle va dire état de grâce, j'en sais rien. Si j'y suis, Dieu veuille m'y maintenir. Si je n'y suis pas, Dieu veuille m'y mettre. Bon, ça, c'est des choses célèbres, tout le monde les connaît. Mais vous savez, il faut le lire de très près, ce procès. Il ne faut pas le lire dans les arrangements, comme celui, par exemple, qu'a présenté M. Brasillac, ou dans la pièce de Thierry Monnier, Jeanne et les juges. Il faut le lire, et maintenant on le peut depuis 1925 surtout, dans les publications scientifiques, critiques. Il y a eu d'abord l'édition de M. Champion, qui est de 1922 ou 23, je crois, et puis il y a le révérend Père Doncoeur, il y a Yvonne Lanners,
et il y a M. Pierre Tisset qui nous ont donné successivement des reproductions absolument fidèles sur manuscrit, enfin sur le document du procès. Donc nous l'avons. Maintenant, vous pouvez me dire, mais est-ce qu'on est sûr de la véracité de ce procès? C'était pas une bande magnétique, vous comprenez? Il n'y avait pas non plus de sténographe. Il y avait un huissier, qui était un prêtre, lui aussi, c'était même un chanoine, qui s'appelait l'huissier Guillaume Manchon, et qui prenait des notes de ce que disait Jeanne, et qui, à la fin de la journée, avec d'autres huissiers, collationnait leurs notes pour dire, ben, il me semble que l'important, c'est ce que Jeanne a dit là, là, là. Mais très certainement, ils n'ont pas tout pris, puisque c'était une question de scénographie impossible, ça allait trop vite, on lui faisait du grilling, comme on dit en Amérique à Jeanne, c'est-à-dire qu'il y avait des questions qui fusaient de tous les côtés pour la basourdir, vous savez, elle avait été obligée de dire à un moment, beaux messieurs, n'allez pas si vite, chacun à votre tour. Et puis d'autre part, nous avons deux versions du procès verbal. Il y a une version française, puis une traduction qui a été faite environ 5 ans plus tard par ce fameux Thomas de Courcelles, dont j'aurai l'occasion de vous parler. Cette version latine, c'est pas celle-là sur laquelle il faut travailler, c'est sur la version française de Jeanne. Mais je vous ai déjà dit que Jeanne parlait certainement un français approximatif. Nous en avons la preuve par 2 échos directs de ce qu'elle avait dit. Rends-toi, Glasdas. Non, rends-toi. Fille D va pour fille de Dieu. Par conséquent, quand dans le texte français, vous voyez des phrases en très bon français, c'est un arrangement. Jeanne n'avait pas parlé exactement comme ça. On rectifie. Mais disons tout de même qu'il y a toutes les chances pour que le procès verbal soit à peu près valable. Alors là, vous savez qu'il y a encore une tradition. Et je n'aime pas, je ne suis pas un homme qui détruit systématiquement les traditions, mais la tradition, c'est que Jeanne a constamment été sublime. Elle aurait été prodigieuse. Elle répond tout le temps, paraît-il, du tac au tac. Elle ne se laisse jamais démonter, et elle a, dit Régine Pernoud, une mémoire infaillible. Hélas, c'est pas vrai. Vous sentez bien à quel point j'aime cette fille, Jeanne. Hein, mais je suis obligé de dire que, pendant le procès, elle n'a pas toujours été égale à elle-même. Est-ce que je vais lui jeter la pierre? Enfin, cette fille qui est en proie à une bande de fauves qui veulent la dévorer, elle va mentir. Oui, très certainement, elle va mentir. D'abord, on la voit changer, parce qu'au départ, elle ne peut pas imaginer, puisqu'elle croit que c'est un procès religieux, elle ne peut pas imaginer que ces gens veulent sa mort. Quoi, elle est une bonne catholique. Alors on va s'arranger avec ces ecclésiastiques. Ah, si c'était les Anglais, ça me brûlerait tout de suite. Ils me l'avaient annoncé. Sorcière, on te brûlera. Mais avec les prêtres, non, ça doit pouvoir s'arranger. Alors elle est même presque gaie au début, et une espèce de sauvagerie presque bouffonne, puisqu'elle blaguera. À un moment, Guillaume Manchon, le notaire, relit quelque chose qu'elle a dit. Et elle dit, ah non, c'est pas exactement comme ça que je l'ai dit. Ah, puis si vous recommencez, je vous tirerai les oreilles. Puis à d'autres moments, il y a Beaupère, l'homme de l'université de Paris, qui lui dit, lorsque vous êtes arrivé devant le roi, est-ce qu'il y avait des lumières? Alors elle lui répond, oh, vous savez, monseigneur, toutes les lumières ne viennent pas de vous. Enfin, vous voyez comme elle est. Puis un côté de menace même, puisqu'elle est sûre d'être une fille de Dieu. Alors elle dit à ses curés, faites attention, si vous étiez bien informé de moi, vous voudriez que je fusse hors de vos mains. Avisez bien ce que vous vous dites, mes juges, car vous prenez une grande charge. Et vous vous mettez en grand danger. Ceux qui veulent m'ôter de ce monde pourraient bien s'en aller avant moi. Voilà ce qu'elle dit. Oui, mais quand elle va s'apercevoir peu à peu que c'est vraiment à sa vie qu'on en veut, alors c'est là où vous la verrez mentir. C'est un mot que je prononce doucement, hein, j'aime pas dire ça. Mais enfin, c'est tout de même vrai. Par exemple, quand elle va dire, voyons, vous êtes arrivé à Chinon et qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je suis arrivé à Chinon et l'après-midi, le roi me recevait. Mensonge, ça s'est pas du tout passé comme ça, vous le savez bien, puisqu'elle a attendu peut-être 1 mois et demi que le roi veuille bien lui faire confiance. Quand elle va dire à propos de ses voix, les voix m'avaient dit de ne rien dire à mes parents. Ah, les voix, vous avez dit ça? Alors elle se reprend, elle dit, enfin, elle m'avait laissé libre de dire ce que je voudrais. Quand elle va raconter quel est le signe qui a persuadé le roi, elle va raconter une histoire absolument folle, que du reste elle niera vers la fin. Elle dira, ben voilà ce qui s'est passé, je vais vous dire, messieurs, j'étais dans mon hôtellerie, tout à coup j'ai vu un ange qui entrait dans l'hôtellerie. Et dans la rue, j'ai suivi l'ange, il avait ses ailes, il était très beau. On est monté au palais du roi, on est entré, l'ange a fait la révérence devant le roi, et il lui a remis, de ma part, une magnifique couronne, vous savez, d'un prix inestimable. Et il a dit, faites confiance à cette fille. Elle a raconté ça. Une invention totale, enfin. Elle ment. Elle ment peut-être, la pauvre petite, sur des choses encore plus graves. A-t-il tué ou n'a-t-il pas tué dans le combat? Elle dira, oncle n'ait tué personne. Jamais je n'ai tué personne. Alors comment ça se fait tout de même que, sous pesant son épée, qu'elle aimait bien son épée de fier-bois, elle disait c'est une bonne épée, capable de donner de bonnes buffes et de bons torchons. Bonne buffe et bon torchon, dans la langue de l'époque, ça signifiait frapper aussi bien d'estoc que de taille. Puis d'autre part, nous avons la déposition de Dolon, son intendant Dolon, qui raconte ce qui est passé le 6 mai. Le 6 mai, devant Orléans, c'est le jour où on va s'emparer de la Bastille des Augustins. On n'avait pas pu prendre cette Bastille,
parce que les Anglais étaient dedans. Puis tout à coup, voyant les Français se retirer, ils commettent la prudence de sortir la Bastille. Alors Jeanne se dit, ils font une folie, ils sont en race campagne, je vais les avoir. Et d'Olondi, elle fait pivoter son cheval, et avec Laïr et elle-même, se jetèrent sur les Anglais et commencèrent à frapper. Alors elle frapperait en ayant soin de ne tuer personne. Je n'y croyais. Il est vrai, je connais, oui, quelqu'un, c'est Jules Vallès, qui était un combattant de la Commune, et qui était sur les barricades, et dont je crois qu'il n'a jamais tiré, lui, un coup de fusil. Il faisait tirer les autres, mais il lui paraissait terrible de pouvoir ajuster un de ces petits soldats français à Ponton-le-Rouge qui venaient d'essayer de prendre les barricades de Communard. Je n'en sais rien. Personnellement, j'inclinerais à croire que Jeanne n'a pas voulu dire qu'elle a tué, mais qu'elle a tué quand même. On va lui déverser sur la tête 70 articles. Ça, c'est mal fait, 70 articles, il y en a trop. Alors l'Université de Paris va reprendre l'affaire et fera 12 articles, avec une énumération de péchés mortels. Écoutez-en quelques-uns. Premièrement, elle porte un habit d'homme. Alors, citation, Deutéronome 22, porter l'habit d'homme est une chose qui est en abomination à Dieu. Deuxièmement, elle a voulu l'effusion du sang humain, chose horrible, abominable à toute pieuse pensée. Ah, les voilà pacifistes intégraux, ces gens-là. Troisièmement, elle a cherché à se suicider à beau revoir, ajoutant qu'elle n'y tenait plus et qu'elle n'a pas pu résister à cette tentation. Donc, disent les théologiens, donc c'est une négation d'une libre arbitre, c'est tomber dans l'erreur de ceux qui avancent que l'homme est nécessité par des dispositions fatales. On vient de les voir pacifistes, maintenant les voilà pélagiens. Autre péché mortel, elle aurait volé la haquenée. La haquenée, c'est un cheval coursier. La haquenée de l'évêque de Senlis. Là, elle proteste, la petite, elle dit, oh, minute, non, je ne l'ai pas volé, je lui ai payé. Elle a touché à un bien d'église. Et toucher à un bien d'église, c'est un péché mortel. Et bien d'autres péchés mortels encore. L'Université de Paris s'impatiente. Nous voilà déjà le 14 mai, et c'est l'année dernière, en mai, qu'elle a été prise. Elle n'est toujours pas brûlée. Alors, le 14 mai, l'Université de Paris intervient de nouveau et supplie le roi d'Angleterre d'y mettre bon ordre. Nous supplions humblement votre hautesse que cette matière soit menée à fin très diligemment, et au plus tard, et au plus tôt, car ces retards sont très périlleux, et une grande réparation est nécessaire pour l'exaltation et l'intégrité de notre foi, et pour la louange de la divinité, laquelle veuille, par sa grâce, maintenir votre excellence en prospérité jusqu'à la gloire éternelle. Amen.